Et retour donc au fait du jour, à quoi ressemblera le jour d'après à Mossoul, une fois chassés les djihadistes du groupe État islamique. C'était l'objet de cette conférence internationale à Paris aujourd'hui. On en parle avec vous, David Rigoleros. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, l'IFAS. C'est important de se projeter dès maintenant sur la reconstruction de cette ville. Ah oui, c'est important parce que d'abord, c'est quand même la deuxième ville d'Irak, que c'est un abcès de fixation de la question sunnite. Et donc, on voit bien que si tous les acteurs qui sont réunis aujourd'hui pour éradiquer la mainmise de Daesh sont réunis autour d'une table, les calculs sont très différents. C'est-à-dire que le but ultime est le même pour tous, mais les intérêts ne coïncident pas forcément. Alors pour bien s'entendre sur les termes, on parle de reconstruction, c'est plutôt la stabilisation, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de destruction proprement dite, en tout cas pas à la connaissance. Alors pour l'instant, effectivement, dans la mesure où la ville n'a pas été investie militairement en termes de destruction, c'est pas le problème immédiat. En revanche, la stabilisation, oui, notamment politique, d'une certaine manière, c'est plus un problème politique que strictement militaire, à savoir la composition ethnique de la ville qui initialement est multi-ethnie confessionnelle, mais enfin qui est majoritairement sunnite, et c'est tout le problème de la question sunnite qui surgit évidemment. Alors justement, on va en parler dans un instant, mais d'abord, le groupe État islamique, dans sa tentative de bâtir un proto-État, s'est illustré notamment par sa capacité à gérer au plan administratif les villes dont il a pris le contrôle. L'État irakien aura-t-il les mêmes capacités à reprendre en main ses administrations locales et à les faire tourner rapidement ? C'est tout le problème, parce qu'il y a une méfiance évidemment, voire une défiance des populations sunnites du nord de l'Irak vis-à-vis du pouvoir central de Bagdad qui est essentiellement chiite. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait probablement accéléré l'adhésion partielle et momentanée, en tout cas en 2014, d'une partie de la population de Mossoul à l'arrivée de Daesh. Et donc là, effectivement, on retrouve la question sunnite qui est lancinante par rapport au pouvoir central, d'où le positionnement d'ailleurs d'un pays comme la Turquie par rapport à ce problème. Quand on voit les exactions commises par ou qu'on prête en tout cas aux milices chiites Al-Hasht al-Watani envers les populations sunnites dans les villes précédemment reprises à Daesh, on pense à Tikrit, on pense à Falloujah, on voit bien que leur rôle dans la libération de Mossoul sera en soi un enjeu essentiel. Oui, c'est un enjeu essentiel. D'ailleurs, les Américains ont instamment demandé justement qu'ils ne participent pas directement. Les troupes en première ligne sont normalement, c'est la Golden Division, les troupes antiterroristes du gouvernement de Bagdad, les Kurdes, les Peshmerga kurdes, qui sont... et puis également des milices sunnites, arabes, turkmènes, voire kurdes sunnites, qui ont été restructurées avec le soutien des Turcs, pas seulement, mais en tout cas dans le nord notamment, parce que évidemment il y a ce problème, effectivement, la hantise d'exactions éventuelles qui avait eu lieu effectivement lors de la prise de Tikrit, Falloujah, etc. Que sait-on justement aujourd'hui de l'état d'esprit finalement de ces habitants de Mossoul ? Ça fait 2 ans qu'ils sont sous le joug de l'État islamique. La situation est quand même très compliquée. D'ailleurs, on voit qu'il y a un début d'exode, puisqu'il y a plusieurs dizaines de milliers justement de civils qui tentent de fuir. Il y a un corridor qui est laissé... la ville n'est pas hermétiquement close. Il y a manifestement une zone un peu floue à l'ouest, qui a permis d'ailleurs une partie de cadres de Daesh de fuir dernièrement. Donc il y a des calculs qui sont supposés de la part de certains acteurs en disant que finalement ce serait pas plus mal qu'une partie des sunnites fuit la ville. Donc il y a évidemment un problème arithmétique, démographique qui est un des enjeux essentiels de cette question de Mossoul et du jour d'après. François Hollande, aujourd'hui en ouverture de la conférence, s'est inquiété du fait que des civils fuient, ça effectivement on le sait, mais pour des raisons humanitaires, mais également des djihadistes fuient eux sans même chercher à combattre, comme ça a pu être le cas d'ailleurs dans d'autres villes reprises précédemment par l'armée irakienne, pour se replier vers Raqqa en Syrie. D'après vous, c'est un risque réel, ça ? C'est le problème, effectivement. Aujourd'hui, à partir du moment où ils savent que la situation est quand même... hypothéqués pour le maintien de leur pouvoir sur Mossoul, c'est l'idée d'utiliser éventuellement le flux de ceux qui fuient la ville en se mélangeant dans la mesure où effectivement ils peuvent peu ou prou se mêler à la population locale, même si il y a quand même des moyens d'identifier les représentants les plus importants. Ça voudrait dire que des djihadistes pourraient se fondre dans la foule des civils à Mossoul ? C'est une critique, en tout cas, qui est... Les Russes ne veulent pas laisser sortir, justement, les fuyards pour éviter qu'ils puissent se fondre dans les fuyards et rejoindre la Syrie. Et dans la ville elle-même, effectivement, il y aura sûrement des tentatives, même si les règlements de compte intra-sunnites ne sont pas exclus, puisqu'une partie des tribus avait pris fait et cause pour
pour Daesh au moment de la chute de la ville, alors que d'autres, justement, effectivement, et c'est ces tribus qu'on retrouve dans les milices sunnites formées justement par les Turcs notamment. Alors on en vient peut-être au cœur du problème. Comment gère-t-on justement la porosité entre ces milices sunnites et les djihadistes proprement dit du groupe État islamique? Est-ce que là finalement on ne revient pas à la vision russe du problème, qui est de dire finalement il y a une porosité extrême, il est très difficile de faire le tri, tous sont potentiellement des djihadistes, comme on a vu d'ailleurs dans le passé des hauts cadres de l'armée irakienne en déroute constituer justement les rangs du groupe État islamique. Oui, alors ça c'est la vision effectivement russe qui est martelée pour justement stigmatiser a priori toute émergence d'une dynamique sunnite, mais en tout cas la question elle est vraiment là, c'est-à-dire que c'est une question politique. Qui va gouverner Mossoul? Ça peut pas être un pouvoir chiite sur Mossoul. Il y a un enjeu, il y a un équilibre effectivement à trouver, donc il va falloir donner une part de responsabilité aux sunnites. Alors évidemment, il y aura le problème d'une collaboration de ceux qui auront collaboré avec Daesh, donc il y aura aux sunnites aussi à prendre en charge cette question eux-mêmes. C'est tout l'enjeu du problème. L'actuel pouvoir de Bagdad, y est-il prêt? On sait que ça a été aussi une des raisons de l'échec de Nouri al-Maliki, en tout cas c'est ce que lui ont reproché les Américains, de ne pas avoir suffisamment associé les populations sunnites à sa gouvernance. Oui, alors c'est pas la posture de l'actuel Premier ministre qui est conscient de ce problème et qui essaie de trouver un équilibre. Simplement, il est quand même relativement faible. Il subit les pressions, notamment des As-al-Shabil, c'est-à-dire les milices chiites. Il y a le rôle de l'Iran en arrière-plan, qui est aussi, et on peut noter que l'Iran a été invité à la réunion justement concernant le jour d'après, ce qui n'est pas anodin, parce qu'il est un acteur fondamental sur le terrain. Et donc il y a cet équilibre des différents acteurs, la Turquie sunnite, l'Iran chiite, et donc un équilibre très difficile à trouver. Vous qui connaissez bien l'Iran, est-ce que Téhéran a conscience des effets néfastes que qui pourrait découler d'une mainmise trop évidente aujourd'hui de Téhéran dans les affaires intérieures irakiennes? Sans doute, mais l'Irak est devenu pour l'Iran un pays stratégique, une zone stratégique, d'abord pour sa frontière, et puis pour effectivement ses ambitions régionales. Donc même si les exactions effectivement qui se sont produites précédemment imputables aux milices chiites posent un problème, elles ne seront pas suffisamment un obstacle pour la stratégie iranienne par rapport à ces calculs géopolitiques régionaux. Ça veut dire régionaux. qu'il faut être pessimiste d'une certaine manière sur l'avenir de l'Irak? Les choses sont manifestement extrêmement compliquées. Pour reprendre une formule de Marx, l'histoire ne se répète pas, mais elle semble bégayer. On fête, entre guillemets, le centenaire des accords Sykes-Picot. On voit qu'aujourd'hui, il y a un grand jeu géopolitique qui est en train de se mettre en place, qui ne réunit pas tout à fait les mêmes acteurs. Les Européens sont d'une certaine manière hors jeu. Ça veut dire que les frontières définies au début du XXe siècle sont aujourd'hui remises en cause, qu'on va possiblement vers une partition de la Syrie et de l'Irak? La question est loin d'être superfétatoire. On le voit d'ailleurs avec le discours d'Erdogan, qui a évoqué le traité de Lausanne, en disant que la frontière, effectivement, de 1923 était finalement pouvait être susceptible d'être mis en cause dans la mesure où on est dans un jeu, il y a des aires d'influence et il entend faire prévaloir les intérêts turcs justement. Et on renvoie à ce moment-là au vilayet de Mossoul, de l'époque de Sykes-Picot, et les choses ne sont pas apurées de ce point de vue-là. Ça veut dire que si les revendications et les pratiques du groupe État islamique sont inacceptables, leurs revendications territoriales, à savoir les frontières de l'actuel califat autoproclamé, elles pourraient faire sens à l'avenir? En tout cas, les conditions qui ont présidé à l'apparition du phénomène Daesh ne seront pas supprimées une fois que le proto-État Daesh sera liquidé, dans la mesure où il y a toujours des revendications territoriales de cette nature. La question sunnite est sous-jacente. Merci beaucoup David Rigoleros d'avoir répondu à nos questions. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de cette conférence de Paris sur Mossoul, et on le